terrain de la commission en charge de l'éducation du Conseil national de transition. Elle recense les mots et lacunes des écoles de l'intérieur du pays. Première halte, Bougouni, à l'agenda, visite de quelques structures éducatives et rencontre avec l'Académie d'enseignement de la région. Envoyés spéciaux à Bougouni, Salimata Ndao et Abdul Salam Bambara. Lancement à Dioïla par le président du Conseil économique, social et culturel, Yacouba Katile, des missions d'élaboration du recueil annuel 2023 des attentes, besoins et des problèmes de la population. Ces missions vont parcourir le Mali du 6 au 20 mars. Plus de détails au cours de cette édition. Dans ce 20h, hommage aux femmes en cette veille de 8 mars, à célébration de la journée mondiale des femmes. Nous partons au centre social de Kouloukourouba à la rencontre de celles qui ont décidé de ne pas laisser le destin décider à leur place. Comme une seconde chance, après des échecs scolaires, elles apprennent un métier, la coupe-couture, grâce à l'abnégation de la doyenne Sheba Adam Djara, que nous allons découvrir avec Atoumata Sari. Démantèlement d'un réseau de malfrats en action à l'aéroport international président Modibo Keïta, c'est nous, 2 agents en service sur place. Ils ont été mis aux arrêts par la police spéciale de l'air et des frontières. Les détails de l'arrestation dans ce journal. Merci de votre présence. Bonsoir à tous. Direction Doha au Qatar où le Premier ministre poursuit son séjour. Je vous rappelle qu'il a participé à la conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés hier lundi. Le chef du gouvernement dans cette mission n'est pas seul. Il est accompagné des représentants du Conseil national de transition, de la société civile et du secteur privé malien. Tous ensemble, ils font résonner la voix du Mali. Je vous propose d'écouter les réactions de certains d'entre eux au micro de nos envoyés spéciaux, Sidiki Dambélé, Aruna Diarra. À ce forum international, il y avait le forum aussi parlementaire mondial, en marge bien entendu de cette 5e conférence sur les pays les moins avancés. Et les parlements du monde se sont réunis pour apporter aussi des solutions mesurées et humaines aux différentes propositions pour éventuellement aider les pays à sortir de ce statut-là. Donc dans un premier temps, nous avons débattu du fait que comment on peut améliorer la productivité des pays les moins avancés et ensuite comment on peut éviter aussi les impacts de la crise climatique sur ces pays, comment on peut aussi aider ces pays à avoir beaucoup plus d'industrie dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la santé et de l'éducation. Le Mali a demandé par ma voix, notamment suivant les instructions du colonel Malki Diaw, à inclure l'aspect, la dimension sécuritaire. Donc la dimension sécuritaire a été prise en compte à la demande du Mali. Nos attentes sont comblées dans la mesure où, il y a quelques années de cela, le secteur privé n'était pas convié à de pareils événements. Chemin faisant, les Nations Unies ont jugé utile quand même d'associer le secteur privé à ces travaux-là, parce que leur voix devrait être entendue pour la simple raison que nous pouvons apporter, nous pouvons contribuer à tout ce qui est développement. On ne peut pas parler de développement dans les pays les moins avancés du monde sans quand même avoir un coup d'œil pour le secteur privé. Donc je pense que ce n'est pas tombé dans l'oreille des sourds. Ça a été une très bonne décision de leur part. Le secteur privé dans sa globalité a donné ses points de vue, a fait des propositions et je pense que c'est désormais ce qui va se passer. En général également, quand on parle de genre, mais l'accent est toujours en tout cas porté sur les femmes car elles sont vulnérables dans les pays les moins avancés. Ça nous a donné une occasion de faire un dialogue public-privé, de rencontrer non seulement les Nations Unies, mais aussi de rencontrer des décideurs politiques pour justement parler de comment nous pouvons améliorer le climat des affaires, comment nous pouvons faire en sorte que dans nos pays, il soit plus facile d'investir, que nous ayons des ressources humaines bien formées, que nous ayons des infrastructures, de l'énergie, que nous ayons du financement à des coûts très abordables. Pendant ces panels, nous avons porté la voix du secteur privé malien qui est venu s'associer à la voix des autres pays qui ont exprimé les mêmes préoccupations, à savoir nous voulons de la sécurité, nous voulons de la stabilité politique. Ce sont les 2 conditions sine qua non pour qu'un investisseur puisse investir dans un pays.
Mais nous voulons aussi de l'énergie, nous voulons des jeunes bien formés, avec une très bonne adéquation entre la formation et les emplois créés. Nous avons besoin de financement et nous avons besoin de justice fiscale. Est-ce que les préoccupations soulevées par le secteur privé sont contenues dans les programmes d'action de Doha? Alors nous le verrons demain à la clôture, mais nous avons insisté. Nous avons insisté pour dire que, nous souhaitons que désormais, on considère le secteur privé pas juste comme un pourvoyeur d'impôts et de taxes, mais aussi comme des hommes et des femmes qui vivent les réalités de notre pays, donc qui peuvent apporter des contributions de qualité dans la formulation des politiques économiques et sociales. Vous savez, ce genre de conférence sur les PMA, ça se tient tous les 10 ans. La dernière s'est tenue en 2011 en Turquie, et donc il ne faut pas attendre 10 ans encore pour venir constater que beaucoup de choses n'ont pas été faites. Au Mali, voyons à présent cette première sortie à l'intérieur du pays de la commission en charge de l'éducation du Conseil national de transition. C'était dans le cadre du recensement des maux et lacunes des écoles. Première halte, Bougouni, à l'agenda, visite de quelques structures éducatives et rencontres avec l'Académie d'enseignement de la région. Envoyés spéciaux, Salim Tandao, Abdul Salam Babara. À la tête d'une délégation, Magma Gabriel Konaté, président de la commission en charge de l'éducation du CNT, est à Bougouni. S'informer sur l'état des structures scolaires et recenser les besoins au niveau du personnel dans l'objectif d'une amélioration des conditions de travail, c'est l'objet de cette mission. La délégation a visité des écoles fondamentales et secondaires, dont une franco-arabe, ainsi que l'Institut de formation des maîtres IFM. Partout où ils ont passé, les membres du CNT ont encouragé les apprenants et les enseignants à s'investir pour une année scolaire réussie. Les enfants, ça va? Tout va bien? Oui. Après la visite des établissements, une rencontre avec les acteurs de l'éducation s'est tenue à l'Académie d'enseignement. L'intervention du directeur a dressé une longue liste de difficultés auxquelles les écoles sont confrontées. Vétusté de certains bâtiments, manque de tables-bancs, manque d'internat à l'IFM, pas de moyens de locomotion pour les missions de supervision et bien d'autres. Nous sommes confrontés à un problème de déficit d'enseignants au niveau des zones rurales et puis un problème de professeurs des sciences. Nous souhaiterons vivement que dans les prochains recrutements, qu'un clin d'œil aussi soit... des efforts doivent être consentis quand même pour que nous puissions avoir quelques professeurs et enfin de résoudre certains problèmes. Il y a le problème d'orpaillage des enfants aussi. Nous avons déjà organisé des cas de concertation, fait une sensibilisation des tailles pour dire aux parents vraiment de nous aider, de nous appuyer afin que les enfants ne puissent pas déserter l'école. Le CNT remarque une similitude avec beaucoup d'autres académies sur le territoire, des problèmes auxquels il faut trouver une solution. Ces établissements, on les a vus. Et comme qui dit veni vidi vici, nous sommes venus, nous avons vu et puis nous avons retenu. Et nous allons rendre compte à qui de droit. Nous sommes tout juste une structure de contrôle. Et quand nous contrôlons, nous avons des observations et nous allons faire un rapport que nous allons déposer. Et à partir de là, nous mettrons les doléances. Si les filles ne suivent pas l'école parce qu'il n'y a pas d'internat dans certaines structures, ça cause sérieusement des problèmes. À l'issue de la visite, 35 cartons de craie blanche et 8 de craie en couleur ont été remis à l'Académie. Le président du Conseil national de transition nous a doté d'un certain nombre de cartons de craie pour le consommé malien qu'il a bien précisé. Consommé malien, ce n'est pas que vestimentaire, le consommé malien, ce n'est pas que alimentaire. Le consommé malien, c'est donner de la valeur à nos unités industrielles. Ces craies sont fabriquées par l'industrie de l'Institut des jeunes aveugles du Mali. Avant leur rencontre avec les acteurs de l'école, les missionnaires ont rendu visite aux autorités administratives et coutumières. Le président du Conseil économique, social et culturel, Yacouba Katile, a procédé ce mardi matin à Douila au lancement des missions d'élaboration du recueil annuel 2023 des attentes, besoins et des problèmes de la population. Ces missions vont parcourir toutes les régions du Mali du 6 au 20 mars. Plus d'explications avec nos envoyés spéciaux, Brahima Koulibaly, Nouhoum Sissoko. C'est à Douila que le président du Conseil économique, social et culturel
a renvoyé les missions d'élaboration du recueil annuel 2023 des attentes, des besoins et des problèmes de la population à l'accomplissement d'un exercice assigné à la 8e institution par l'article 107 de la Constitution de février 1992. La rencontre qui marque le démarrage des activités de recensement des préoccupations de la population a regroupé les autorités régionales et locales ainsi que les légitimités traditionnelles de Dioula. Du 6 au 20 mars 2023, des missions du Conseil sillonneront les différentes régions administratives du pays afin de recenser les attentes, les besoins et les problèmes des populations. Le recueil par excellence est un outil efficace qui inspire l'élaboration des politiques publiques en faisant de notre institution une véritable courroie de transmission entre les autorités et la population à la base. Cependant, après plus de 20 ans de pratique, des difficultés ont été constatées dans le processus d'élaboration et de transmission du recueil, notamment dans le suivi selon le président de l'institution. Dans les perspectives du processus de refondation, j'ai fait allusion à l'élaboration de la nouvelle constitution. Des réformes sont d'ailleurs en cours afin d'inverser la tendance, avec l'introduction des missions de suivi de la mise en œuvre des avis émis et autres recommandations formulées à l'endroit des plus hautes autorités. Je voudrais profiter du haut de cette tribune pour inviter les organisations de la société civile à une large participation aux différentes rencontres animées par les missions dans vos différentes localités. Les autorités de Dioula ont salué le choix porté sur la localité pour le lancement des activités de recueil du Conseil économique, social et culturel. Elles ont insisté sur la consolidation de la paix et le vivre ensemble, l'amélioration de la gouvernance entre autres. En conclave, ici, à Bamako, les cadres de la Direction nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée des services rattachés des directions régionales. Objectif, renforcer leurs capacités professionnelles avec en toile de fond la volonté d'améliorer la qualité de la gouvernance de la structure. Mamari Kouni. 3 mois après la tenue de la conférence annuelle de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée à Ségou, les cadres de la structure, des services rattachés et les directeurs régionaux se retrouvent pour échanger autour des préoccupations du moment. Pendant 3 jours, ils mèneront le débat sur des thèmes comme l'état des lieux de la DNAPS, la situation des livraisons des produits alimentaires et pharmaceutiques, le respect des droits de l'homme en milieu carcéral et les outils de gestion. Monsieur le ministre, à travers cet atelier, nous souhaitons mettre en œuvre vos orientations éclairées et pertinentes dans le sens d'une gouvernance efficiente, objective, en vue d'un changement positif du système pénitentiaire malien. Le cadre d'échange est soutenu par la MINUSMA à travers sa section des affaires judiciaires et pénitentiaires. C'est pour pallier les insuffisances constatées, source de dysfonctionnement dans la mise en œuvre de la politique nationale, que la section des affaires juridiques et pénitentiaires apporte son appui à la DNAPS pour organiser cet atelier de formation qui constitue, avec les directeurs, un maillon essentiel entre le niveau central et le niveau subrégional de l'administration pénitentiaire. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme se réjouit de l'amélioration de la qualité du service public pénitentiaire grâce aux efforts de l'État et des partenaires techniques et financiers, mais surtout de la qualité managériale que la direction a su imprimer sur toute la chaîne de gestion des services. Ces nouveaux cadres d'échange institués au niveau national participent de cette volonté d'amélioration constante de la qualité de la gouvernance du service. Cela est d'autant plus louable qu'il s'avère nécessaire, après la réalisation d'importantes infrastructures et la réhabilitation de la quasi-totalité des établissements pénitentiaires, d'orienter aujourd'hui les efforts vers l'amélioration de la qualité de la gestion des services. Le département sera toujours à vos côtés pour poursuivre cette marche progressive de l'administration pénitentiaire vers un service public moderne, efficace et respectueux des droits de l'homme. Le ministre Kassogué a salué l'engagement constant de la MINUSMA aux côtés de son département avant de solliciter son accompagnement pour relever les nombreux défis auxquels le département fait face pour l'amélioration des conditions de détention dans les centres.
Le ministre annonce enfin l'ouverture très prochaine de l'école de formation de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée ainsi que l'érection de la DENAPS en direction générale. Mercredi 8 mars, les femmes seront à l'honneur à la faveur de la célébration de la journée qui leur est dédiée. La journée est célébrée au Mali sous le thème « Femmes actrices incontournables, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali ». À l'occasion, Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille nous livre ce message. Awama Kamara nous en propose un extrait. La célébration de la journée du 8 mars pour mémoire vise la promotion des droits de la femme. C'est aussi une occasion pour les femmes de mettre à nu les violations et discriminations qu'elles subissent et de revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. Elle donne également l'occasion d'établir un bilan sur les progrès réalisés en termes d'égalité et d'équité entre hommes et femmes dans les domaines économiques, politiques, social et culturel. C'est enfin un espace d'expression démocratique et de plein épanouissement des femmes. Cette année, le thème international porte sur les technologies car elles sont bénéfiques pour les femmes. Une façon pour les dirigeants de mettre un accent particulier sur la promotion des TIC dans le monde. Au Mali, l'événement est célébré sous le thème « Femmes, actrices incontournables, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation ». Les domaines d'intervention des femmes ont été fortement touchées par la crise. Malgré cela, elles sont restées résilientes et se battent au quotidien au développement des stratégies pour la promotion et la protection de leurs droits, permettant leur participation effective au processus de paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation. La participation des femmes maliennes au processus de négociation formelle pour la paix est faible. Le potentiel culturel dont disposent les femmes maliennes peut contribuer à permettre le vivre ensemble. Au ministre Ouadidje Founé Koulibaly de saluer les autorités de la transition pour la désignation des femmes au comité et sous-comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger. Le 8 mars, ça permet de jeter un regard sur les avancées des femmes dans divers domaines. Le ministère du tutelle continue ses innovations concernant la journée de célébration Bemba Sibi sur les traces des organisateurs pour les derniers réglages. Et c'est le stade Omnisport Modibo Keïta qui va abriter l'événement. Par ailleurs, la célébration du 8 mars, sans pain du 8 mars, ce n'est pas un 8 mars. Eh bien, l'engouement est toujours fort autour du tissu qui s'achète comme de petits pains. C'est en tout cas le constat fait par notre équipe du reportage. Le stade Omnisport Modibo Keïta, au lieu des grands événements, fait peau neuve pour abriter les festivités de la Journée internationale de la femme. Un événement de haute portée placé sous la présidence du chef de l'État. Ici, l'heure est au dernier réglage. Les derniers coups de pinceau, les équipes d'installation au four et au moulin afin qu'aucun détail ne leur échappe. La sécurité veille au grain dans la discrétion. Le président de la transition y sera pour soutenir les femmes, les écouter et apporter des solutions à leurs préoccupations. Au centre Awa Keïta, la symbolique est grande pour qui connaît le parcours de celle dont le centre porte le nom. Ici sont vendus les pains confectionnés pour la circonstance. À notre passage, il n'y a pas assez d'affluence. L'occupante du lieu nous rassure que cette année, la quasi-totalité des pains ont été écoulés. Toute chose qui témoigne de l'intérêt que les femmes accordent à cette journée. La fête s'annonce déjà très belle. Oui, très très belle. Hommage aux femmes donc en cette veille de 8 mars. La rédaction à travers ORTM Koulikoro nous amène au centre social de Koulikoroba à la rencontre de celles qui ont décidé, qui ne veulent plus que le destin décide plutôt à leur place. Comme une seconde chance, après des échecs scolaires, elles apprennent un métier, la coupe et couture, grâce à l'abnégation de la doyenne Sheba Adam Diarra, directrice du centre social. Elle dirige ce centre depuis 1988. Beaucoup d'histoires, donc des souvenirs, le tout raconté par Atoumata Sari. Suivons ensemble. Madame Diarra Sheba Adam Diarra a dédié sa vie pour la survie du centre social de Koulikoroba. Elle encadre sans contrepartie des filles et des femmes en coupe et couture pour les rendre autonomes dans la vie. Depuis 46 ans,
Sheba Adam Diarra avait bénéficié d'une formation dans ce même centre en confection de laine et crochet pour bébés. Je suis moi-même formée en 1977 dans ce centre pour être ensuite une formatrice. J'ai pris les relais après l'admission à la retraite de Mesdames Diarra et Cissé en 1988. À l'époque, ce sont les filles issues des familles modestes qui sont reçues au centre. Quand on m'a transféré la gestion du centre, nous étions 46 filles. À cette période, c'est M. Makalou qui était le responsable du service social. On l'appelait les affaires sociales. Le sérieux et la détermination de Sheba Adam Diarra lui ont permis en 1988 de devenir elle-même la directrice du même centre social. Cela est intervenu après le départ à la retraite de la directrice de l'époque. Le centre social de Koulikourouba vise en particulier à la socialisation des jeunes filles issues des familles en situation difficile. Dans ce centre, les pensionnaires sont exempts de la paye, mais en tant que responsable, je ne suis pas payée également. Donc je travaille à titre bénévole depuis. J'ai encadré 86 femmes ici. Parmi elles, seules 86 ont pu ouvrir leur propre atelier de couture. Malgré les difficultés auxquelles le centre social de Koulikourouba est confronté, Sheba Adam Diarra a un moral de fer pour faire fonctionner tant bien que mal la structure. Les anciennes pensionnaires du centre social de Koulikourouba ne regrettent pas leur formation issue. Né dans le centre en 2007. J'ai commencé à fréquenter le centre en 2007. Mon mari m'a ouvert un atelier de couture. Nous avons bien appris le métier au centre. Je demande aux autres époux d'accepter que leurs femmes apprennent des activités génératrices de revenus. J'ai intégré le centre en 2014. J'en suis sortie en 2016. Ma formation a été sanctionnée d'une attestation. Sheba Diarra est une formatrice pédagogue. Grâce à elle, j'ai appris la couture durant mon apprentissage au centre social de Koulikourouba. Tous ceux qui encadrent dans le centre social le font gracieusement. Depuis 1995. Ma collaboration ici avec Sheba Diarra a commencé en 1995. Elle a sollicité mon concours en me précisant que c'est à titre bénévole. Depuis lors, je n'ai pas regretté le travail dans le centre social de Koulikourouba. Les apprenantes sont convaincues que la formation leur permettra un jour de s'installer à leur compte. Je suis en formation ici au centre. Actuellement, j'ai beaucoup apprécié notre formatrice qui est une bonne mère. Je demande aux autres femmes d'apprendre des métiers. Nous sommes prêtes à célébrer le 8 mars. Cette année avec joie. C'est une manière de rendre hommage à Sheba Diarra. Notre Nieleni de la coupe couture à Koulikourouba dit n'avoir rien regretté de son soutien aux jeunes filles et femmes. Le centre disposait de plus de 30 machines. Aujourd'hui, il y a quelques-unes qui ne sont pas en bon état. Ces machines ont été offertes par le jumelage avec Kéteni. Nous avons assez de difficultés pour le fonctionnement. L'état du centre est dans une dégradation très avancée. Nous nous débrouillons à travailler dans ces logos. Ce sont nos efforts personnels qui permettent aujourd'hui au centre de ne pas s'écrouler. Nous faisons tout cela à cause des jeunes filles pour qu'elles apprennent un métier. Si rien n'est fait, le temps aura raison du centre social de Koulikourouba qui participe à lutter contre le chômage des filles et jeunes femmes de la cité du Méguitan. Sheba Adam Diarra mérite toute l'attention des décideurs et partenaires afin qu'elle continue sa mission d'autonomisation de la femme. Et je crois que le message est passé. Le 8 mars, déjà célébré par le RTM depuis lundi dans son émission matinale Aoubedi. Et demain, justement, Aoubedi va parler du thème de cette année qui est Femme actrice incontournable, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali. Ça sera avec Madame Soumba Samaké, présidente des femmes du Badjala.
Œuvre sociale du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, place au suivi des donations faites. Nous partons à Douila, Fana et Barawili où des ambulances avaient été remises au centre de santé de référence de ces localités. Qu'en est-il de l'état de fonctionnement de ces véhicules et de son apport dans l'évacuation des urgences? Réponse avec Abdul Karim Kaba. À ce jour, 39 ambulances médicalisées sont remises aux structures de santé. Des gestes qui s'inscrivent dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Cette initiative du chef de l'État vise à faciliter l'évacuation des malades vers des centres de prise en charge plus adaptés. À Douila, le don du président de la transition, colonel Assimi Goïta, enlève des épines des pieds des populations. Le jour même que l'ambulance a été remise, le lendemain, l'ambulance a commencé à travailler. Parce que nous, on avait un besoin crucial d'ambulance pour assurer nos évacuations. Donc l'ambulance nous a permis quand même d'améliorer quand même les temps de l'évacuation et de faciliter les évacuations également vers Bamako. Des véhicules médicalisés qui soulagent les souffrances des populations et les inquiétudes du personnel de l'hôpital quant à l'évacuation des patients. L'ambulance effectue 3 évacuations par jour, soit sur Bamako ou sur Ségou. De la réception de cette ambulance à la date d'aujourd'hui, cette ambulance a eu à réaliser 183 évacuations. 183 évacuations. Imaginez, mais ça c'est uniquement sur l'axe du goudron. Soit Bamako, Fana Bamako, soit Fana Ségou. Nous évacuons dans les deux sens. Dieu merci. Jusque-là, l'ambulance n'a pas posé de problème et nous pensons et nous sommes en train aussi de faire de notre mieux pour l'entretien. Comme on le dit en bambara, c'est la seule ambulance fonctionnelle que nous avons. Vous voyez le parc autour du CSRF quand même qui est vraiment très démuni. Cette ambulance permet de rapprocher les services sociaux de base des populations. Elle permet également un transfert sécurisé des malades. Et la particularité de cette ambulance est que c'est climatisé. Quand tu mets le clim, un malade qui fait un accident vasculaire cérébral, avant d'arriver à Bamako, il est déjà à l'aise parce que si on met le clim, c'est tellement impeccable que le malade le conforte. Mais l'ancienne ambulance qu'on a, il n'y a même pas de clim. Vous allez le voir. On a une seule vieille ambulance qui était là, qui n'est même pas climatisée. Quand on met les malades dedans, avant d'arriver même, ça aggrave même la maladie. Mais avec cette ambulance qui est médicalisée, il y a le climatiseur à l'intérieur. Quand on met le clim, le malade dort même avant d'arriver à l'évacuation. Ça a évité le retard, mais aussi ça a amélioré la prise en charge rapide des cas. Dans toutes ces localités, à l'image des autres d'ailleurs, les ambulances sont bien entretenues et l'occasion était bonne pour lancer un cri de cœur. Et moi, j'ai 28 SESCOM fonctionnels. À part les 4 SESCOM qui sont au bord du goudron, tous les 24 autres sont à l'intérieur. Donc, le district sanitaire serait encore dans un besoin crucial d'ambulance tout-terrain pour quand même assurer la liaison entre les SESCOM de l'intérieur et le CSRF aussi. Ces ambulances offertes par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, sont plus que salutaires. Ces ambulances sont une véritable aubaine pour les différentes structures sanitaires. Et la coordination nationale des mouvements pro-Assimi, Assimi Kanumbao, a suivi avec un grand intérêt les travaux de la commission de finalisation du projet de la nouvelle constitution de la République du Mali. Et dans ce communiqué, la coordination nationale félicite la commission pour la qualité du document produit et salue le leadership et le patriotisme du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour la prise en compte des préoccupations de toutes les sensibilités du pays. La coordination nationale des pro-Assimi rassure les autorités de la transition et le chef de l'État de leur accompagnement inconditionnel. Elle réaffirme son soutien indéfectible à toutes les actions menées par les autorités de la transition et les encourage à persévérer dans la refondation de l'État, la lutte contre la délinquance financière et surtout le banditisme sous toutes ses formes.
Cérémonie d'ouverture du séminaire de haut niveau des maires sur le guide pratique de gestion des crises et de catastrophes, une retraite pédagogique initiée et organisée par le département en charge de la sécurité et de la protection civile en partenariat avec ECAP Sahel Mali et l'école de maintien de paix à Blandembe. Jules Sambo Sissoko, reportage. Le rôle des maires est capital dans la gestion des crises et catastrophes. Ils sont les principaux responsables, selon les textes en vigueur au Mali, de l'activation et de la désactivation du plan Orsec communal. La mise en œuvre des plans de gestion des catastrophes naturelles est au centre de ce séminaire, à l'initiative du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, en partenariat avec l'école de maintien de la paix à Blandembe et l'ECAP Sahel Mali. Vous êtes au niveau local l'autorité responsable du comité local de gestion de crise et de catastrophes. C'est donc sous votre responsabilité que les plans d'organisation des secours sont mis en œuvre, que ce soit les catastrophes naturelles, les crises sécuritaires ou sanitaires, environnementales, mais aussi la gestion des opérations électorales à venir. Les différentes initiatives en lien avec la gestion des crises et catastrophes visent à sauver des vies humaines. Le présent séminaire a pour objectif principal de renforcer les capacités des acteurs que vous êtes, ayant un rôle central dans la coordination et la gestion des crises et catastrophes. Plus spécifiquement, il s'agit d'améliorer vos connaissances sur la gestion des crises et catastrophes en général et sur le guide pratique de gestion des crises et catastrophes en particulier, et de vous sensibiliser afin que votre rôle de leader dans la gestion des crises et catastrophes soit assuré à hauteur des souhaits, conformément aux dispositions du plan Orsec. Le séminaire de haut niveau des maires contribuera à une meilleure coordination dans la mise en œuvre du plan Organisation de la réponse de sécurité civile Orsec. Hier, dans notre 20h, nous parlons du démantèlement d'un réseau de malfrats en action à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. 2 agents en service sur place et ils ont été mis aux arrêts par la police spéciale de l'air et des frontières. Plus des détails de l'arrestation, c'est avec Fousseini Tunkara. Aéroport président Modibo Keïta Sénou. Nous sommes au compartiment arrivé où les passagers récupèrent leurs bagages. À leur arrivée, ils se plient à un processus bien établi. Une fois qu'un passager arrive à l'aéroport de Bamako-Sénou, il emprunte un circuit pour faire les formalités de police, pour être admis sur le territoire. Et une fois admis, il est dirigé vers un de ces tapis que vous voyez ici pour récupérer son bagage. Les bagages, une fois récupérés, le passager se rend à une machine rayon X qui est utilisée par la douane pour les formalités économiques. Et ensuite, le passager sort avec ce bagage. Mais en général, les compagnies apprêtent les sociétés privées de sûreté et de sécurité pour faire une vérification de conformité entre le bagage et le propriétaire. C'est après ce contrôle que le passager peut sortir librement avec ses bagages. À l'aéroport président Modibo Keïta Sénou, tout comme dans les autres aéroports à travers le monde, des dysfonctionnements sont souvent constatés lors de la récupération des bagages. Là, la situation est vite prise en charge. En ce moment, il y a un service de réclamation où le passager va réclamer, donner l'information comme quoi il n'a pas récupéré ses bagages. Ce service constitue un dossier et débute en ce moment la recherche de bagages de passagers. Au-delà de ces équations qui sont couramment résolues, des vols de bagages sont souvent constatés et le délit est généralement commis par des réseaux bien structurés. Ici, à l'aéroport Modibo Keïta Sénou, l'un de ces réseaux vient d'être démantelé grâce à plusieurs compétences. Nous avons réactivé, augmenté et redirigé le système de surveillance de tout l'aéroport des zones publiques aux zones réservées. Nous avons par la suite mis l'accent sur les hommes compétents, capables de mener des investigations dans la plus grande discrétion. Il s'agit des éléments de l'Agence nationale de la sécurité d'État et des services de contre-espionnage basés à l'aéroport, en coordination avec les forces de sécurité en charge des contrôles de sûreté, de sécurité et d'immigration transfrontalière. Il s'agit ici de la police de l'air et des frontières, du service des douanes, du groupe de la gendarmerie, du groupement de la gendarmerie des transports aériens et bien d'autres structures de l'État basées à l'aéroport. Nous avons pu mettre la main sur un groupe hétéroclite composé d'agents
de plusieurs services publics et privés opérant à l'aéroport. Ils sont tous agents chargés du contrôle des bagages à l'arrivée à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Le premier est contrôleur, le second fait partie de l'équipe qui évolue au niveau du terminal 1. Il se téléphone à l'arrivée des vols et se retrouve en face des tapis. Le contrôleur, c'est lui qui enlève les bagages. Pour des bagages ciblés, il les enlève des tapis pour les mettre sur le chariot et son second le pousse pour les faire sortir à travers le poste d'inspection filtrage secondaire de la douane. Cette dynamique qui est aujourd'hui au sein de l'aéroport président Modibo Keïta est motivée par des instructions des plus hautes autorités de la transition. Depuis quelques années, il est enregistré des plaintes de passagers sur la spoliation ou la perte de leurs bagages au départ et à l'arrivée de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. En notre prise de fonction en 2020, nous avons reçu des instructions fermes et claires des plus hautes autorités pour circonscrire ce phénomène et y mettre fin. L'objectif étant connu et bien fixé, nous nous sommes donné les moyens humains et matériels pour accomplir la mission. L'exécution correcte de ces instructions qui portent fruit apaise les passagers en destination de la capitale malienne. Moi, je suis très contente que le réseau ait pu être démantelé parce qu'effectivement, il y a beaucoup de problèmes concernant les bagages. Si l'aéroport peut fournir encore beaucoup d'efforts pour éviter cela, ce serait une bonne chose. Je trouvais que c'est une bonne affaire, bien que moi, je n'ai jamais été victime de vol de bagages. Mais vu le nombre de personnes qui passent dans le rôle des bagages, je suis sûr et certain qu'il y a des voleurs parmi le lot. On est en train de faire des exploits ces derniers temps. On constate énormément d'efforts, étant donné qu'il y a beaucoup de trafics qui sont démantelés. Au dire du directeur général des aéroports du Mali, des investigations continuent pour identifier et mettre à nu d'éventuelles complicités. Le directeur togolais invite également les passagers à plus de vigilance. Et nous avons ce communiqué. Le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration attire l'attention de l'opinion publique nationale, internationale et les entreprises de presse, en particulier quand monsieur se faisant appeler Sékou Tounkara, je dis bien Sékou Tounkara, se fait passer pour le chef de cabinet du ministre depuis quelque temps. Il proposerait aux radios privées des facilités d'appui technique et financier des partenaires du département, en contrepartie de quoi il demande de lui envoyer de l'argent pour être sélectionné pour un prétendu appui. Le ministère de la Communication appelle à la vigilance et condamne fermement ce acte susceptible d'être qualifié d'escroquerie. Une enquête est en cours pour retrouver rapidement cet individu et ses complices afin de les traduire devant les juridictions compétentes. Le département sait compter sur le sens patriotique et le civisme de tout un chacun. La deuxième promotion de l'école de guerre du Mali au poste de commandement interarmé du théâtre-centre de l'opération Maliko à Sévaré. Les officiers profitent de l'expérience des aînés dans le cadre des dispositifs sécuritaires, entre autres. Aminata Touré, correspondance. Les dispositifs sécuritaires et la conduite des opérations au PCIAT Centre sont au menu des échanges entre les officiers supérieurs de l'école de guerre du Mali et le commandant au poste de commandement interarmé du théâtre-centre de l'opération Maliko, colonel-major Toumani Kone, et le gouverneur de Mopti, colonel-major Abbas Dambélé. Le PCIAT Centre couvre Ségou, San, Mopti, Banyangara, Douanzan, Tombouctou et Taoudéni. Nous sommes à Sévaré, au PCIAT Centre, pour confronter les réalités théoriques à la pratique du terrain. Nous avons trouvé quand même un état-major qui est très motivé, qui nous a donné beaucoup d'enseignements sur la logistique et le leadership, la conduite des opérations, et surtout le respect des droits de l'homme dans la conduite des opérations. C'est un titre qui est très cher à nos autorités. Après quelques semaines d'enseignement dans la théorie, donc nous sommes venus sur le terrain pour voir au niveau opératif l'organisation et le fonctionnement d'un poste de commandement au niveau PCIAT. Donc ça nous permet en même temps de joindre la théorie à la pratique. Donc une visite qui s'est avérée très riche en enseignement. Cette visite s'inscrit dans le cadre du programme des études stratégiques de l'école de guerre. Je voudrais inviter en tout cas les auditeurs à prendre en tout cas conscience
de l'environnement et des défis multiples auxquels ils pourront faire face bientôt. Alors, je sais que l'école de guerre aussi, c'est une école de prospective. C'est le lieu aussi pour eux, en tout cas, de réfléchir sur les grandes questions et de proposer leur contribution pour la solution globale de gestion de notre crise. A noter que cette deuxième promotion de l'école de guerre du Mali est composée de 24 officiers, dont 2 personnels féminins. Dans sa mission de promouvoir la filière bioénergie et les biocarburants au Mali, l'Agence nationale de développement des biocarburants a élaboré un programme ambitieux d'un montant global de plus de 18 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort en tout cas de la 17e session ordinaire de son conseil d'administration tenue ce mardi. Jules Sambo-Sissoko, compte rendu. La 17e session ordinaire du conseil d'administration de l'ANADEB révèle que la structure est rompue à promouvoir la bioénergie et les biocarburants. Cela traduit la vision et la dynamique impulsée par la direction générale axée sur le programme de développement des bioénergies élaboré en 2022 pour un coût global estimé à 18 milliards 256 millions de francs CFA. Ce vaste programme permet d'une part de créer des emplois verts non délocalisables dans les zones rurales, surtout celles vulnérables, empêchant la jeunesse de céder aux sirènes de l'immigration faute de débouchés et d'autre part de freiner le recrutement de jeunes qui alimentent des réseaux de terrorisme et de crimes organisés. Notre réussite ne sera totale que le jour où le prix des produits bioénergétiques sans la subvention de l'État sera au tiers du prix des produits énergétiques classique. L'utilisation accrue des bioénergies par les Maliens est la voie propice pour la transition énergétique, estiment les administrateurs. Pour ce faire, la mise en œuvre du document de la stratégie nationale de développement des bioénergies, dont nous attendons avec impatience l'approbation par le gouvernement, sera un outil précieux pour canaliser les efforts de l'État et ses partenaires afin de satisfaire les besoins nationaux en produits bioénergie. Je déclare l'année 2023, année des bioénergies au Mali. Faire de l'ANADEB une structure de référence, c'est la noble ambition validée par les administrateurs. 18e session du conseil d'administration de l'hôpital régional de Tombouctou. À l'issue de la session, le projet de budget 2023 en recettes et en dépenses connaît une hausse de 20%. Najim Baba Sissé, Alou Koulibaly, explication. Après l'état de mise en œuvre des recommandations de la session précédente, les administrateurs de l'hôpital régional de Tombouctou se réjouissent du bilan de réalisation effectué malgré un contexte marqué par la rareté de financement. L'hôpital de Tombouctou, grâce à l'accompagnement de l'État et de ses partenaires, exécute assez bien ses tâches quotidiennes de soins aux malades et aspire à une performance. À cet effet, la présente session doit œuvrer à accompagner l'élan d'amélioration continue de la marche de l'hôpital déjà engagé par les responsables de la structure. L'hôpital régional de Tombouctou est une deuxième référence qui accueille à la fois les populations de Tombouctou et de Taoudeni, d'où la nécessité de rehausser son plateau technique, augmenter le personnel et poursuivre la formation continue des agents. Toute chose qui explique le budget prévisionnel adopté pour l'exercice 2023. Nous avons eu une programmation qui va à 1 milliard et qui sera consacrée au paiement des salaires et primes du personnel et également au fonctionnement courant de l'hôpital, mais aussi à l'investissement. Certes, l'État reste le plus grand contributeur, mais ce qui est réjouissant, c'est que cette année, nous avons connu une progression de la part des ressources propres. Le projet de modernisation de l'hôpital financé par le Koweït s'est également invité dans les échanges. Nous attendons de façon imminente le début des travaux de la modernisation de l'hôpital qui va nous permettre d'avoir un plateau technique assez relevé. Les membres du conseil ont félicité le personnel de l'hôpital pour les résultats engrangés et l'ont encouragé à faire plus dans l'exercice prochain.
Ensemble, le point Covid de ce jour, 7 mars 2023, 3 cas positifs, 0 guéris, 0 décès, 57 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Plus d'une centaine de médecins mobilisés au village de Massatola, cercle de Kolokani, pour des consultations et remises gratuites de médicaments. L'événement est organisé par l'association des ressortissants et sympathisants de la commune de Massatola, nous précise Mariam Koulibaly. C'est une occasion en or qui vient de se présenter aux populations de la commune rurale de Massantola et environnant pour se faire soigner de plusieurs maladies. L'initiative est de l'association des ressortissants de Massantola à l'honneur d'un de leurs. C'est un corridor humanitaire en solidarité aux populations de Massantola sous le leadership de notre collègue et professeur. Et les populations de Massantola lui ont garder un accueil chaleureux. C'est dans ce sens que tous les médecins, collègues à lui, professeurs universitaires au Mali, ont décidé de l'accompagner pour venir faire une action humanitaire totalement gratuite dans toutes les spécialités confondues. Pour l'occasion, le village fut transformé en hôpital de fortune et des centaines de patients ont été pris en charge dans plusieurs domaines. Je viens d'être opéré d'une hernie inguinale. Je remercie vraiment les donateurs. Je me suis inscrit pour 2 maladies. J'ai déjà fait la consultation au niveau des yeux. Maintenant, on vient même de me prescrire 2 produits et j'utilise ça pendant 10 jours. Je dis que c'est les cataractes en début, quoi. Cet élan de solidarité qui laisse ainsi ses empreintes dans le village est vu par les autorités locales comme une source d'inspiration. Cette consultation gratuite m'a donné aussi une idée d'inscrire au niveau de mes différentes lignes de crédit un montant avec lequel nous devons vraiment songer à soigner gratuitement la population. La veille, une manifestation folklorique a permis aux bénéficiaires de manifester leur joie. Nous allons donc continuer à musique, du rap et des leçons de civisme. C'est parti pour la 5e édition du Festi Hip-Hop Rapu Dorokoun, un espace culturel qui vise à former la nouvelle génération de rappeurs sur la citoyenneté et faire d'eux des artistes engagés pour la patrie. Pour cette édition, l'événement est délocalisé à Sénou et Sétuin du 6 au 12 mars. Il bénéficie de l'appui financier du GIZ à travers l'initiative Donkonimaya. Paix et réconciliation au Mali, je m'engage. Et toi, c'est le thème retenu pour cette édition, nous signale Bokari Koulibaly. Faire du hip-hop un vecteur de paix et de cohésion sociale, c'est à cela que se veut la 5e édition du festival hip-hop Rapu Dorokoun. Espace de loisirs mais aussi de culture pour la nouvelle génération de rappeurs, le Festi Hip-Hop est une initiative de l'artiste rappeur Master Soumi et de son manager Donny Brasco. Le but premier de ce festival, c'est de renforcer les compétences des jeunes rappeurs sur la technique d'écriture dans le rap conscient, accompagner les jeunes à devenir des moteurs de changement et les sensibiliser sur leurs responsabilités dans la société pour promouvoir la paix et la citoyenneté et circonscrire certaines dérives dans le rap telles que les injures, l'apologie de la délinquance, la promotion de l'alcool et de la drogue. Paix et réconciliation au Mali, je m'engage et toi. C'est le thème retenu pour la présente édition. Un thème qui a tout son sens au regard de la situation actuelle de notre pays. Nous sommes des artistes, nous sommes des messagers. Nous avons le devoir et l'obligation morale de véhiculer ce message de paix et de réconciliation. On a choisi ce thème-là pour vraiment être en phase avec les réalités du moment et pousser les uns et les autres à prendre leurs responsabilités. En plus des concerts géants et compétitions, les organisateurs prévoient cette année des journées de salubrité et un match de football. Ainsi, rendez-vous est pris du 6 au 12 mars à Sénou, en commune 6 du district de Bamako, pour Festi Hip Hop Act 5.
Nous allons continuer de parler de culture à Tapama Djenepo, sacrifice humain volontaire. C'est l'intitulé du nouvel ouvrage d'Aboubacar Eros Sissoko. Dans cette œuvre, l'auteur met en lumière la bravoure de Tapama Djenepo, une jeune fille de 12 ans qui a accepté de se sacrifier pour sauver sa communauté de la déchéance. Il s'agit de la ville de Djéné, située dans la région de Mopti. Cette œuvre vise à inspirer les uns et les autres à se battre pour le Mali. L'ouvrage est d'Aboubacar Eros Sissoko dans vos librairies. Parents, amis et collaborateurs ont accompagné cet après-midi en sa dernière demeure. Notre collègue Daouda Diakité, animateur-producteur Daouda Diakité, a servi à la radio rurale à Bamako, à la station régionale ORTM de Sikasso, puis à Mopti où il occupait le poste de chef de la section production. Ces obsèques, c'était ce mardi à la Fiabougou. Boubacar Kanouté, reportage. Pour ce deuxième rendez-vous de grande prière et de lecture du Saint-Coran, dans le village de Mol, situé à 75 km de Bandiagara. Cette voix captivante qui résonnait depuis la Venise malienne s'est éteinte à jamais. Elle est celle de Daouda Diakité, journaliste à la station régionale ORTM Mopti. Né le 20 décembre 1975 à Bamako. Après ses études secondaires, il passe au concours d'entrée à l'Institut national des arts et de la culture, section animation socio-culturelle. Admis en 2003 au concours d'entrée à la fonction publique, il sert d'abord à la radio rurale avant l'étape de Sikasso où il passe plus d'une décennie. Avant d'être nommé chef de la section programme en 5e région. Aujourd'hui, nous perdons un travailleur, un collaborateur assidu, rompu à la tâche, ponctuel, qui avait vraiment l'amour de la profession. Daouda, en lui, je retiens 3 qualités. Ponctualité, assiduité et amour du travail bien fait. Nous ne pouvons que prier pour le repos éternel de son âme. Ses amis retiennent de lui un homme affable, travailleur acharné et constant dans ses relations. Moi, je suis parti à l'INA en tant que professionnel et je l'ai pris comme un jeune frère. Je l'ai connu et vraiment, c'est quelqu'un qui est très calme et respectueux. Vraiment, il m'a toujours respecté. Et c'est une très bonne personne. Daouda Diakité repose désormais au cimetière de la Fiabougou. Paix éternelle, chers collègues. Que son âme repose en paix. Amen. Rendez-vous à 23h avec Abdul Karim Kaba. Demain à 13h, Abibatou Koyan Diakité. Grand merci à nos téléspectateurs de Temera Bamba Takosu. C'est dans le cercle de Borem. Bonsoir à tous et à demain.